Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope consacré à l'an 5 de l'insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina. Cela fait en effet 5 ans maintenant que les Burkinabés ont fait barrage à la modification de la Constitution et contraint l'ancien président Blaise Compaoré à la démission. Aujourd'hui, 5 années après, où en est le Burkina et quelles perspectives se dégagent pour le pays? Deux invités ont accepté de partager avec nous, avec vous, sur le plateau de Périscope, leurs sentiments et leurs visions sur cette question. Émile Pargui-Paré, bonsoir. Bonsoir. Directeur général du Centre international de formation politique Kwame Nkrumah, du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Deuxième invité pour cette émission, Denis Tiegnan. Il est le deuxième secrétaire adjoint du Congrès pour la démocratie et le progrès, chargé des technologies de l'information et de la communication. Bonsoir, monsieur Tiegnan, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je reste avec vous une minute, monsieur Tiegnan, pour souligner que vous êtes électromécanicien, planificateur environnement technique à l'ONATEL. L'ONATEL, c'est l'Office national des télécommunications. Autant dire que vous êtes copain-copain avec le TIC. Copain, c'est trop dire, mais effectivement, les télécommunications font partie donc, des moyens qui permettent aujourd'hui d'avoir cette nouvelle technologie de communication. Il faut dire que l'éthique, en fait, c'est donc l'ensemble des moyens et outils qui permettent de traiter, de transmettre et de conserver une information numérique. Et vous êtes chargé d'éthique au sein du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. C'est pour apporter quoi concrètement au parti? Alors, il faut dire que lorsque vous êtes au niveau du secrétariat exécutif national d'un parti, vous avez un rôle de réflexion sur la problématique qui concerne le secteur où vous êtes. Alors donc, il est évident que nous devons réfléchir sur la politique d'éthique lorsque le CDP reviendra au pouvoir. Mais accessoirement, l'un des aspects d'éthique qui est le plus utilisé aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui sont un espace de communication qui sont offerts aux individus et aussi aux partis politiques pour un ensemble d'activités. Vous dites lorsque le CDP reviendra au pouvoir, vous pensez donc que ça sera bientôt? Ben, c'est dans la poche, 2020 est dans la poche. 2020 est dans la poche. Monsieur Paré, vous êtes à la tête du centre de formation Kwame Nkrumah. C'est oui. Un centre créé donc par le MPP, le parti au pouvoir. En deux mots, quelle est la vocation de ce centre? Bon, je dois dire que après le congrès donc, du MPP des 5 et 6 avril 2014, vous savez, j'ai été donc désigné comme secrétaire à la formation politique du MPP. Et très vite, on a demandé une feuille de route de chaque secrétariat et j'ai proposé au niveau du parti la création d'une école du parti. Parce que nous avons la conviction qu'un militant sans formation politique, véritablement, ça ne peut pas aller. Et comme Thomas Sankara le dit, un militant sans formation politique est un criminel en puissance. Nous nous dirons qu'un militant sans formation politique est un criminel politique en puissance. Donc très vite, la direction a accepté et nous avons créé ce centre de formation que j'ai voulu, non pas uniquement pour les MPP, mais pour tout Burkinabé, parce que nous avons pensé que les partis politiques manquent véritablement d'un centre de formation qui existe un peu partout en Europe. Donc, le 31 janvier 2015, donc un an après la création du parti, nous avons créé ce centre. Donc, le centre a aujourd'hui 5 ans. 2015, 2020, bientôt janvier, bientôt 5 ans. Et ce centre, comme on l'a dit, ça va former certainement prioritairement les militants du MPP, mais ça va également les former sur les textes fondamentaux, parce que le parti est jeune, statut, règlement intérieur, programme politique, programme présidentiel. Et ça va former également pour élever les niveaux militants, pour élever les débats politiques, pour améliorer véritablement la démocratie dans le pays. Alors vous dites que ça va former, donc ça n'a pas commencé à former? Non, l'objectif du centre, ce sont les missions du centre que je donne, mais nous sommes déjà en plein dans cet objectif. Parce que dès qu'on a créé le centre, très vite, vous vous souvenez, il y avait les élections présidentielles et les législatives à l'horizon. Nous avons fait une formation en cascade de toutes les structures de nos partis sur les thèmes fondamentaux et sur le processus électoral et comment gagner une élection, comment communiquer, comment parler. Donc, le centre est bien organisé. Donc, vous êtes organisé pour gagner la prochaine élection? Non, c'est évident, un coup KO.
Un coup KO, mais le CDP ne dit pas, dit que c'est qu'il revient le 29 novembre dès 2020. Le débat démocratique. En tout cas, vous l'avez souligné, ce centre a vocation pour former les militantes et les militants du MPP déjà. Non, le centre également est ouvert. Oui, bien sûr, de les former sur les thèses fondamentaux du parti en vue de renforcer leur unité de pensée, d'organisation et d'action. Mais également de former tout citoyen burkinabé, tout citoyen de la gauche burkinabé, vous avez précisé, ou étranger, qui souhaiterait être formé, être enseigné par ce centre, sans compter, bien entendu, la recherche politique. Y compris les militants du CDP. Ainsi que l'organisation, M. Paré, de conférences, débats, sur des questions d'actualité et des thématiques contemporaines. C'était donc ça, le centre de formation politique du MPP. On lui a donné le nom de Kwame Nkrumah. Mesdames, messieurs, à nouveau bonsoir et merci de suivre à présent le 89e numéro de votre émission Périscope. « 31 octobre 2014, 31 octobre 2009, et cela fait donc 5 ans que le pouvoir d'alors a basculé au travers d'une insurrection populaire. La veille, 30 octobre 2014, le vote du texte modificatif de la Constitution visant à sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats présidentiels n'a pas eu lieu. Les insurgés avaient en effet pris d'assaut le siège du Parlement burkinabé auquel ils ont mis feu. Alors, où étiez-vous ce 31 octobre-là? Comment avez-vous vécu cette folle journée? On commence par Denis Tignan. Alors, il faut dire que le 31 octobre, moi, j'étais tranquillement chez moi. Je n'étais pas dans la rue, contrairement à mon vis-à-vis. Donc, j'étais chez moi, je suivais les événements à la radio. Et quel effet cela vous a fait de voir tout ce déferlement humain, toutes ces manifestations qui ont abouti finalement, ou qui sont débouchées sur cet incendie de l'Assemblée nationale? Il faut dire que en fait, les événements ont commencé le 30. Le 31, c'est la date où le président Compaoré, au vu des événements, a décidé donc de démissionner. Alors, le 30 octobre, j'étais au siège du CDP pour suivre donc tous ces événements. C'est de là que j'ai appris que l'Assemblée nationale avait été était en feu. Et je suis rentré chez moi à la maison et j'ai suivi le reste des événements. J'ai même été invité par des 10 insurgés le 30 au soir pour me faire dire que notre régime était en train de basculer. Mais vous savez... Vous dites des 10 insurgés, donc ils n'étaient pas des insurgés. Je ne sais pas moi, insurgé, je ne sais pas quel autocollant on met pour dire que X ou Y est insurgé. C'est celui qui se proclame insurgé qu'on considère comme un insurgé. Donc, ils m'ont dit qu'ils étaient insurgés, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils m'ont appelé dans l'après-midi pour me dire que nous étions en train de perdre le pouvoir. Je les ai fait savoir que quand nous étions au pouvoir, nous nous occupions d'eux. Maintenant qu'ils prennent le pouvoir, qu'ils m'invitent et que je fête avec eux leur victoire. Ah bon, vous l'avez fait? Vous avez fêté la victoire avec eux? J'ai fait la victoire avec eux. Nous sommes tous des Burkinabés. Je pense qu'il faut dépassionner assez souvent les questions et réaliser que nous sommes tous des Burkinabés et que nous pouvons avoir des divergences sur des sujets fondamentaux. Ça n'enlève pas notre statut de Burkinabé. Cela n'enlève pas notre statut de Burkinabé. Émile Paré, vous étiez, un insurgé. Oui. Alors, comment ça s'est passé pour le 31 octobre? On vous a vu fendre la foule et puis prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Bon, le 30 octobre, dès 3h du matin, j'ai quitté chez moi. J'ai dit à ma femme, bye bye, ça passe ou ça casse. Et je suis allé prendre 2 ou 3 de nos camarades et nous sommes allés à notre QG général. Permettez-moi de ne pas dire les QG. Oui, non, il faut aller même rapidement. Oui, sur le QG général, dès 6h, nous étions en position et nous avons conduit effectivement les insurgés, chacun à son poste. Nous avons la veille détecté 4 postes d'entrée. Il fallait coûte que coûte empêcher le vote de la loi. Il n'y a pas autre possibilité que d'empêcher les députés de voter la loi. Donc, mais ils auraient pu voter en faveur de ce qu'on attendait. Nous, on avait déjà des informations assez idoines qui disent que les députés du CDP qui étaient parqués, je vous dis, parqués à l'hôtel Indépendance, avaient même tenté un vote, imité un vote la nuit. Et même, ils avaient l'appui de certains opposants, députés opposants. Donc, on ne pouvait pas risquer d'aller au vote. Donc, il fallait empêcher le vote. Et j'étais instruit pour conduire, comment rentrer dans cette barrière. Vous vous souvenez que l'Assemblée était encadrée par des chars.
on gazait les militants, les dits insurgés comme il le dit, mais nous disons les militants insurgés. Et j'avais pour mandat de trouver les voies et moyens, forcer la barrière militaire pour déclencher la prise de l'Assemblée. Et je crois que j'ai joué mon rôle comme tout insurgé. Et bien entendu, nous avons pris l'Assemblée, nous avons empêché le vote de la loi. Mais comme il le dit, comme tout Burkinabé, comme tout démocrate, nous n'avons touché aux cheveux d'aucun citoyen que ce soit, d'aucun député que ce soit. Oui, mais il y a eu des exactions, vous avez cassé des maisons. Non, mais vous savez... Il y a eu des dérives quand non, même. Du point de vue historique, l'histoire nous montre que toute insurrection a des exactions, a des dérives. Moi qui étais devant les insurgés à l'Assemblée, je suis rentré 30 minutes avant et je n'ai cassé rien. J'étais devant les insurgés. Je me suis assis sur la table de l'Assemblée, et du président de l'Assemblée, et j'ai mis fin à l'ancienne Assemblée. Vous m'avez vu, je n'avais rien. Donc, et j'ai pris le soin de laisser tous les députés qui étaient dans la salle. Il y avait même des députés de l'opposition quitter librement la salle. Aucun député n'a été traumatisé. Si, ils ont quand même été traumatisés puisqu'ils ont dû prendre le mur pour avoir la vie. Mais c'était la solution parce que devant un mouvement de foule, moi-même je ne peux pas dire que je contrôle la foule parce que nous sommes rentrés paisiblement, mais la troupe qui était derrière moi, qui a subi les exactions toute la nuit, des forces de l'ordre avec les gaz, avec le rousseau, étaient en furie. Bon, ces troupes-là sont venues effectivement faire certaines exactions que vous connaissez aujourd'hui. En effet, il faut le rappeler, il ne faut pas l'oublier, dans ce mouvement insurrectionnel, il y a eu beaucoup de dérives. Oui. Des domiciles privés ont été saccagés, des biens ont été pillés. Oui. Il y avait des archives de l'Assemblée nationale aujourd'hui qui sont parties en flammes. Oui. Monsieur Tienya, comment et pourquoi on est arrivé à ces extrémités? Je crois que il n'y a pas beaucoup de mots. C'est l'intolérance politique liée au fait que la plupart des acteurs politiques burkinabés se réalisent ou se sont réalisés en politique. Dès lors, la prise de pouvoir n'a plus de règles. Tous les moyens sont bons pour y arriver. Et je crois que c'est ça. Est-ce qu'on ne devait pas plutôt s'organiser pour prendre le pouvoir dans les urnes? Moi, ça a toujours été ma revendication, hier comme aujourd'hui. Je l'ai dit avant donc, les événements des 30 et 31 octobre, que j'aurais souhaité personnellement que si véritablement cette décision du CDP de réviser l'article 37 ne rencontre pas l'assentiment des populations, qu'on exprime cela dans une urne plutôt qu'on le résolve dans la rue. Je l'ai dit, et même aujourd'hui, quand les gens me parlent de mouvements, de moyens extra-constitutionnels pour arriver au pouvoir, je leur dis, moi je préfère le résultat d'une mauvaise élection à toute prise de pouvoir par des voies autres que constitutionnelles. Mais monsieur Tien, il faut aussi reconnaître que en l'espèce, lorsqu'il n'y a pas véritablement de voie ou de passerelle pour aller aux urnes et que l'expression populaire a fait savoir à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas toucher à cet article et qu'il fallait respecter la Constitution dans ces termes, il faut au moins écouter aussi la voix du peuple en ce moment-là. Je suis d'accord avec vous, Serge. Mais le problème, lorsque vous prenez une décision, somme toute légale, qui souffre d'un problème de légitimité, comment vous évaluez l'ampleur de cette illégitimité en démocratie en dehors d'une urne? Moi, je n'en sais pas. Docteur Paré, on peut l'évaluer par toutes ces manifestations qu'il y a eu. Il y en a eu des rectos, il y en a eu des versos avec des intercalaires. La rue s'est exprimée, le peuple burkinabé s'est exprimé à plusieurs occasions sur cette question de la modification de l'article 37. Bon, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le 30 octobre n'est pas venu au hasard. Il y a eu tout un processus. Je peux dire qu'il y a eu le dialogue politique avec le président Blaise Compaoré à travers le CCRP, qu'une fraction de l'opposition avait boycotté. Et il était dit dans les recommandations du CCRP, tout ce qui n'est pas consensuel reste en l'état. Voilà. Et le président Blaise Compaoré, voilà, l'article 37 n'a pas été consensuel et il s'engage dans un passage en force pour modifier. Bon, quand vous parlez des urnes, mais qui plus que nous, on est contre les urnes? La preuve que le MPP a pris le pouvoir par les urnes. Lorsque nous avons fait l'insurrection avec toutes les forces qui se réclamaient,
véritablement de l'opposition, nous n'avons pas pris le pouvoir. On pouvait proclamer le pouvoir ce jour-là. Les MPP pouvaient sortir prendre le pouvoir, rien ne nous empêchait. Mais nous avons dit, il faut laisser une transition démocratique qui va réviser l'ensemble des tests et on va aller démocratiquement aux élections. Le CDP est quand même en dehors de la loi Chérif qui a calé quelques personnes. Les gens sont allés aux élections. Donc, le passage en force du président Blaise Compaoré, quand même, tous les mouvements populaires, les marches à travers les 45 provinces ont été inédits. La marche du 28 permettait au président Compaoré de reculer. Il y a eu des sons qui lui sont envoyés. Mais est-ce que vous comprenez que c'est une démocratie d'enfermer des députés dans un hôtel, les manger gras, leur donner quelques sous et le matin, ils vont aller voter sous l'escorte de notre armée nationale, notre armée qui appartient à tout le monde. Donc, à partir de ce moment, on ne peut plus parler de vote, on ne peut plus parler de démocratie. C'est l'insurrection qui était la solution. C'est l'insurrection qui était la solution, dit Dr Émile Paré. En tout état de cause, les 30 et 31 octobre 2014 restent des dates marquantes de l'histoire sociopolitique du Burkina, un repère que chacun interprète à sa façon et qu'il est bon de rappeler ici, en images et en son. Pour la journée du 30 octobre, le rassemblement est sonné devant le siège du Parlement par des partis politiques et des organisations de la société civile. Mais l'appareil sécuritaire avait fait de la place de la nation le verrou principal de son dispositif. Cependant, face à l'immensité de la foule, les forces de l'ordre ont dû replier dès 9h, laissant libre cours aux manifestants qui ont ainsi pu prendre d'assaut l'Assemblée nationale où devait se tenir la session en vue du vote du projet de modification de l'article 37 de la loi fondamentale. Le Parlement est ravagé par les flammes, l'hémicycle est mis à sac, une vingtaine de véhicules incendiés ainsi que du matériel et des documents brûlés. Dans la foulée, des domiciles de dignitaires du régime vont être saccagés, de même que le siège national du Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti politique de Blaise Compaoré. Puis, les manifestants prennent la direction du palais présidentiel. Ils sont stoppés par un barrage du régiment de sécurité présidentielle. Mais les premiers responsables du collectif anti-référendum obtiennent de rencontrer Blaise Compaoré pour exiger sa démission. Tard dans la soirée à 20h15, le chef de l'État intervient à la télévision pour délivrer un message à la nation. Il y a des instants dans la vie des peuples et des nations où le silence est plus expressif que la prise de parole. Ces moments de grande douleur que nous vivons en font partie. Les manifestations violentes qui ont endeuillé et plongé notre peuple dans la stupeur n'honorent pas le pays des hommes intègres, mais j'ai entendu le message. Il dit avoir compris la population et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Il promet aussi de passer la main au président démocratiquement élu au terme d'une période de transition à mettre en place après des pourparlers. Hélas, opposition politique, organisation de la société civile et population ne l'entendaient plus de cette oreille et ont exigé son départ pur et simple. Il n'a pas parti du pouvoir. Depuis 25 ans, le gars il est là-bas, brutalement. Oh là d'accord. Mais s'il refuse de partir, non, continue. Non, continue. Même s'il va nous tuer là, même s'il va tuer autant de pouces, même s'il va tuer autant de personnes comme il veut là. Le lendemain 31 octobre 2014, face à la mobilisation et à la détermination des Burkinabés, Blaise Compaoré a dû capituler. 5 années se sont donc écoulées, 5 années déjà que le Burkina a vécu ces événements. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, Denis Thiéguer? Mon état d'esprit aujourd'hui, c'est que je constate que sur bien de secteurs, le Burkina Faso a véritablement reculé dans sa marche. Nous assistons aujourd'hui à des problèmes d'insécurité que nous rencontrons jamais égalés, des portions de territoires entiers où les forces du mal ont pu donc installer des zones de non-droit
où ils sévissent quotidiennement. Je peux dire que 2019 particulièrement restera une année assez sombre dans cet événement parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à des crimes quotidiens liés à l'insécurité. Alors, sur le plan de la gouvernance, nous constatons apparemment une gouvernance pas assez adaptée au contexte post-insurrectionnel que nous avons connu, beaucoup de tâtonnements et d'hésitations, ce qui en fait laisse penser que véritablement ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont peut-être pas pris toute la mesure de ce que des aspirations du peuple après les événements des 30 et 31, enfin qui ont conduit aux événements des 30 et 31. Alors justement, docteur Paré, vous n'avez pas pris suffisamment la mesure de ce qui vous attendait au moment où vous avez pris le pouvoir. Pourtant, aviez-vous dit, vous étiez la réponse, la solution, et vous avez quand même des personnalités très expérimentées sur le plan politique. Nous restons la réponse. Il y a dans la vie des peuples et dans la gouvernance des événements attendus et des événements inattendus. Et vous savez très bien, les objectifs de l'insurrection étaient clairs, bien sacralisés, l'article 37. Je crois que ça s'est réglé avec la transition. Personne au Burkina Faso ne rêve encore de faire 2 mandats, y compris le président. Non, on peut faire 2 mandats, mais pas un troisième. Personne ne rêve de faire plus de 3 mandats. Les bagarres en Guinée, en Côte d'Ivoire, même le président Roch ne rêve plus de ça. Ça, nous avons causé. Donc, il y a eu cet acquis. Mais nous avons également rétabli la démocratie. Donc, aujourd'hui, toutes les forces politiques s'expriment librement. La démocratie même a pris une dimension plus exagérée où on passe quelque part à l'incivisme, la fronde sociale, les grèves. On n'a jamais vu ça. Ça, c'est l'effet démocratie? Oui, c'est l'effet démocratique. Tout le monde est libre de gréver, tout le monde est libre de faire des mouvements. Mais on n'a jamais dit que démocratie égale désordre. Mais c'est pourquoi j'ai dit que nous avons tellement laissé la démocratie se faire que ça fuse maintenant du démocratisme et à l'incivisme. Donc, sous notre mandat. Mais c'est à vous de siffler la fin de la récréation. Oui, mais c'est difficile de siffler la fin de la récréation. Quelle est la limite entre la démocratie et le démocratisme? On va tout de suite nous accuser de réprimer les libertés. Vous savez bien qu'il y a des voix qui disent que nous réprimons les libertés syndicales, les libertés collectives. Oui, mais docteur Paré, au final, c'est vous qui répondez devant le peuple et dans les urnes. C'est vous qui devez mettre de l'ordre dans la maison. Maintenant, les événements inattendus, c'est quoi? Dès que le président Roch a pris le pouvoir, vous avez vu l'attaque terroriste. Mais en réalité, les gens ne disent pas d'où vient l'attaque terroriste. L'effet boomerang de la politique militaire et sécuritaire de Blaise Compaoré. Lui, il hébergeait les terroristes. Il les donnait bien à manger. Quand l'avion qui s'est écrasé au Mali, qui était le premier à savoir que l'avion s'est écrasé? Ça peut aussi vouloir dire qu'il y avait un bon système de renseignement. Oui, bon, peut-être que non, pas. Mais il fallait d'abord détruire l'ancien système de renseignement de Blaise Compaoré et construire un nouveau système. Alors, donc, on ne peut pas le faire en un an. Très rapidement, justement, vous l'évoquez, c'est la crise sécuritaire qui a donc plombé un peu le programme du gouvernement, comme vous dites. Mais est-ce que cette crise aussi n'a pas trop souvent bon dos? 5 ans après, on est à la croisée des chemins en quête de repères pour se sortir de ce bourbier. Quel regard portez-vous justement sur cette situation? Non, moi je suis très clair sur la question du terrorisme. Et certains camarades politiques du MP disent qu'il faut d'abord régler la question de la crise sécuritaire, régler la question de la France sociale avant d'aller aux élections. Je dis c'est un faux débat. Si vous prenez l'historique du terrorisme, le terrorisme existe jusqu'à présent en Europe. C'est une question permanente du XXIe siècle. C'est la 3e guerre mondiale qui s'illustre maintenant par ce terrorisme-là. Donc, le Burkina Faso, ayant des richesses, ayant le Sahel, la savane. Donc, le Burkina Faso fait partie des zones où les puissances occidentales sont en train d'instrumentaliser les 10 terroristes pour nous empêcher de gouverner. Donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça que nous avons dit que tout Burkinabé doit aujourd'hui soutenir le gouvernement du président Roch dans sa lutte contre le terrorisme. Mais il y en a qui soutiennent sur les bouts des lèvres. Il y en a qui soutiennent. Donc, alors, il y en a qui soutiennent. Nous allons aller aux élections dans le terrorisme. Alors, il y en a qui soutiennent sur le bout des lèvres. Je ne sais pas si c'est le cas du CDP, mais les chiffres sont alarmants et près de 500 incidents terroristes ont intéressé le pays de 2014 à 2019. Donc, plus de 2000 écoles sont fermées, plusieurs centres de santé qui impactent jusqu'à 500 000 personnes selon
le Comité international de la Croix-Rouge en termes d'accès aux soins. Et ces attaques ont en outre fait plus de 300 000 personnes déplacées internes et la vague se poursuit. Alors, M. Tignan, comment pensez-vous qu'on peut sortir de cette situation? Alors, je voudrais d'abord dire que quand nous disons qu'il y a un problème de gouvernance, dans ce que mon frère Paré a développé, moi je suis étonné qu'il me permette de le dire, qu'aujourd'hui, après une insurrection, on puisse prendre le pouvoir et s'étonner du phénomène de la ruche. Vous connaissez le phénomène de la ruche? Les abeilles elles sont enfermées. Je vais sur leur postulat que sous le règne de Compaoré, c'était la dictature. Donc, les abeilles sont enfermées dans la ruche. Mais quand on ouvre la ruche, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Paré, les abeilles se dispersent. Oui. Il faut de l'énergie, il faut du temps pour que les abeilles se retrouvent. Si vous dites aujourd'hui que cet élément vous surprend, alors que le Burkina est sorti d'une insurrection qui dénonçait un régime qui n'était pas démocratique, ça montre que vous n'avez pas pris la mesure de ce que vous dites. Ensuite, ce qui revient par rapport au terrorisme tout le temps, c'est de dire c'est parce que nous hébergions les terroristes. Personne ne dément cela. Les terroristes ont été hébergés au Burkina, mais ils n'ont pas été hébergés du seul fait de Blaise Compaoré, mais c'était un dispositif international qui voulait qu'il en soit ainsi. Si le Burkina décide de mettre fin à cela, il doit s'attendre normalement à des conséquences. Quand vous développez donc, ça... ce que vous dites, c'est qu'il faut composer avec ces terroristes. Non, je ne dis pas, je n'ai pas fini, je termine. Alors, quand vous dites ça, et dans le même temps, ces terroristes-là ont eu le culot de prendre leur avion, venir à Ouagadougou, aller au palais de Kossiam, demander au président Kaboré leur véhicule qui aurait appartenu à l'État burkinabé, vous les avez vus, vous les avez laissés partir tranquillement et vous vous étonnez qu'ils soient revenus faire des actions. Vous les avez vus, vous les avez laissés partir. Oui, on les a laissés partir parce que nous ne maîtrisons pas tous ces tentacules. Parce que ces terroristes, avant de venir voir le président Roch à Kochiam, ils ont pris, je suis sûr, des dispositions. Vous vous souvenez lorsque le président Roch a pris le pouvoir? Il a été clair. L'armement était aux mains de qui? La sécurité était à plat. L'armée générale n'avait pas d'armement. C'était aux mains du RSP. Et le président Roch a pris Kochiam. Il n'y avait pas de véhicule. Il n'y avait pas d'armes. Il n'y avait pas de sécurité. Mais les armes qui ont été récupérées à la suite du coup d'État sont passées où? Non, ça c'est des armettes. Ce n'est pas des armes contre les terroristes. Et les vrais vous voyez comment les terroristes attaquent mon parent Téan et du Sourou. Je suis du Sourou. Quand ils attaquent Touini, quand ils attaquent Lankoué, quand ils attaquent la Fiela, ils ont attaqué tout dernièrement la Fiela. Mais ça fait des armes lourdes. Et où ils sortent ces armes lourdes? Alors que l'État burkinabé, il faut le reconnaître, est pauvre, n'a pas les moyens de s'armer au risque de s'endetter et de laisser les populations dans la pauvreté, la misère, l'absence de santé, d'école, de route. Bon, voilà, il y a un choix à opérer. Et je pense que le président Roch est en train de, petit à petit, maîtriser la défense. On ne peut pas véritablement régler cette question boomerang. Comme il le dit, les abeilles là, ils sont partis partout. Il faut les ramener calmement. Et je pense que 5 ans, ce n'est pas trop. Est-ce que vous réussissez? Est-ce que vous en avez identifié quelques-unes pour les ramener à la ruche alors? Non, je pense que de plus en plus, on arrive à identifier les terroristes. De ce point de vue, je pense que le terrorisme étant un phénomène sous-régional, il frappe au Niger, il frappe au Mali, il frappe au Burkina, il va même frapper peut-être encore ailleurs, à la frontière béninoise. Mais je pense que dans cette conjugaison des forces véritablement ouest-africaines, on pourrait trouver une solution. Moi, je pense que la solution avec le président Roch à la tête du G5 Sahel, il y a des avancées significatives qui font nous faire penser que nous pouvons véritablement arriver à bout du terrorisme. Vous dites qu'il y a des avancées significatives là où tout le monde est plutôt pessimiste par rapport à cette affaire du G5 Sahel. Et où, d'ailleurs, aujourd'hui, on estime que c'est à la CEDEAO de prendre le leadership sur cette question-là. Oui. Sur la gestion de la crise sécuritaire, le dialogue politique qui s'est tenu du 15 au 22 juillet dernier a énoncé quelques recommandations dont on attend quand même toujours la mise en œuvre. Il y a notamment l'élaboration et l'adoption de façon participative et solennelle d'un pacte patriotique national. Alors, M. Tignan, est-ce une idée, une recommandation qui vous séduit, qui vous parle? Moi, je pense que face à tout élément qui met en péril l'unité nationale, la quiétude des populations, il n'y a pas de réserve à faire. Maintenant, le problème,
il y a un comité qui a été mis en place pour le suivi, justement, des recommandations du dialogue politique. Mais aujourd'hui, ce comité... Ça fait 3 mois. ...travaille à peine. On sent qu'il y a une certaine lenteur, en tout cas une volonté de ne pas voir ce comité avancer comme si de rien n'était, comme si on n'était pas face à des difficultés. Et ça s'interprète comme une volonté, peut-être quelque part, de ne pas mettre en application ces résolutions-là. Je vous rappelle que le dialogue politique avait été convoqué par le pouvoir pour traiter de la question du référendum par rapport à la nouvelle constitution. Oui. C'est le CEFOP qui a demandé et obtenu qu'on inscrive d'autres points, dont justement les problèmes de sécurité qui ont été discutés. Moi, je pense qu'au-delà de la participation, nous avons d'abord, nous tous en tant qu'acteurs politiques, un engagement envers l'histoire. Aujourd'hui, voilà mon frère Paré qui est ici, si on nous dit d'aller voter au Sourou, il y a des communes où le plus téméraire des politiciens n'irait pas battre campagne. Nous y sommes aujourd'hui. Est-ce que pour moi, je pourrais me mettre de côté ou me réserver quant à chercher une solution pour cela? Non, je ne le pense pas. Alors, mais que deviennent ces recommandations du dialogue politique? Qu'on a fait un dialogue pour rien, alors qu'on a applaudi à la conclusion? Mais ça fait 3 mois. Serge, qui a intérêt à la mise en œuvre des recommandations du dialogue? C'est le président Roch qui a convoqué le dialogue autour du référendum. Pourquoi il a convoqué autour du référendum? La nouvelle constitution, vous vous souvenez bien, la commission constitutionnelle qu'il a rédigée était consensuelle. Le CDP y a participé, le CEFOP y a participé, la société civile, tout le monde. C'était consensuel. De ce point de vue, sa mise en œuvre devait aussi être consensuelle. Parce qu'il s'est trouvé que face au terrorisme, face à certaines questions, il y avait 2 tendances pour le référendum et pour la constitution. Il y en a qui disent faisons passer par l'Assemblée, il y en a qui disent faisons passer au référendum. Le président Roch a consulté dans ce sens. Je crois que la décision a été prise de passer au référendum. Mais les recommandations ont dit qu'il laisse libre choix au président Roch de choisir la date, mais il n'est pas question de coupler le référendum avec les élections présidentielles législatives. Oui, il ne faut pas tripler les élections. Alors, donc le président Roch, il prend son temps. Il reste 1 an. Ah, non, il ne peut pas faire 2 élections la même année. Reconnaissez qu'il y a l'argent manque. Donc il fera le référendum. De ce point de vue. Par contre, le pacte patriotique. C'est ça. L'objectif, c'est quoi? Nous sommes attaqués. Nous sommes dans une situation de terrorisme. Donc, nous demandons une fronde et une paix sociale. Un contrat social avec les syndicats qui sont en train de gréver tous les jours. Nous demandons à la classe politique de faire solennellement un pacte patriotique. Ils ont accepté. Mais est-ce qu'on a besoin d'une semaine pour écrire un pacte patriotique? Si vous voyez pourquoi ça ne se fait pas? C'est la question. Non, c'est parce que l'opposition ne veut pas assumer le pacte patriotique qui équivaut peut-être à un soutien au régime en place. L'opposition ne veut pas assumer le pacte patriotique. C'est eux qui ne veulent pas. Sinon, en 1 semaine, je suis désolé. Vous me donnez je suis désolé, mon frère Paré. Oui. Le comité de suivi a tenu combien de réunions? Mais ça... Qui la préside? Qui la préside? Ce n'est pas une question de présidence. Mais c'est de là-bas que doit sortir ce pacte. Et ça ne se tient pas. La structure est représentée. Non, vous savez. Si ça ne va pas, qui s'adresse au peuple pour qu'on comprenne où est le blocage. Parce que moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas dans la commission. Vous voyez, Serge, l'une des difficultés que nous avons, c'est l'exploitation à outrance de toutes les activités et même les plus périlleuses qui concernent la nation. L'exploitation politique à outrance. En fait, il n'y a pas de problème pour moi aujourd'hui de proposer des solutions pour qu'on sorte du problème de sécurité. Je le ferai. Mais si derrière celui qui reçoit veut utiliser mon intelligence et mon cerveau pour des dividendes personnels, il est évident qu'il y aura quelque part un peu de réticence. Vous voyez, M. Paré, il y a encore beaucoup d'a priori. Nous sommes dans tellement d'a priori que nous avons des difficultés à nous mettre ensemble même sur les questions les plus sensibles. Et ça, c'est dommageable. Cette question ne relève pas uniquement du pouvoir. Il relève de la plupart des acteurs politiques parce que nous avons sur notre scène politique beaucoup de gens qui croient qu'ils peuvent faire fortune sur le malheur des autres. Il faut qu'on sorte de ce schéma
que nous ayons véritablement des programmes à présenter au peuple qui sont attrayants plutôt que de s'asseoir et d'attendre que la chèvre du voisin meure pour avoir de la soupe. Alors, on est véritablement dans une situation critique qui appelle à l'union sacrée de tous. Mais pendant ce temps, vous l'avez souligné tout à l'heure, les syndicats grondent parce que les accords signés tardent à se mettre en œuvre. Le président du Faso, lui, il avait lancé depuis le début de l'année, je l'ai rappelé tout à l'heure, un appel pour une trêve sociale. Mais jusque-là, la fronde est tenace entre des grèves, des sittings, des mouvements d'humeur. De quelle façon on peut amener les uns et les autres à regarder dans la même direction et à privilégier l'intérêt commun? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Le président Roch est un président de dialogue. C'est un président de consensus. Tous les actes qu'il pose, c'est un président de consensus, c'est un président de tous les Burkinabés. En appelant à la trêve sociale avec les syndicats, il avait engagé les discussions avec les syndicats. Mais vous vous souvenez, lorsque nous avons pris le pouvoir, le général Bassolma, ce n'est plus Tolé, a dit qu'on ne donnera pas une Vous voulez trêve. dire Bassolma Bazier, le secrétaire général oui, de la le nouveau général. Confédération. Ouais, que l'autre général a pris sa retraite. Il dit, nous n'allons même pas laisser une trêve à ce pouvoir. Et depuis lors, 4 ans, grève sur grève, argent sur argent. Si vous regardez le coût des revendications sociales, je ne sais pas quel pays, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, de guerre contre le terrorisme, peut véritablement faire cela. Et par tous les pays, dans tous les pays où il y a eu la guerre, il y a eu le pacte patriotique. Société civile, syndicats, opposition, pour défendre la nation, pour défendre les intérêts du peuple. Oui, mais monsieur Paris, parce que quand il frappe là, il ne trie pas si c'est MPP ou c'est CDP, chez lui. On a frappé. Sur le front social, n'est-ce pas aussi parce que les problèmes de certains sont réglés et pas ceux des autres qu'il y a cette sorte de cristallisation? Mais c'est pourquoi qu'il y a eu, c'est pour ça qu'il y a eu la conférence de mise à plat des salaires. Mais elle ne fonctionne des agents de la fonction publique. Encore. Mais on a mis ça, on veut mettre ça en œuvre. Il y a des syndicats qui disent je ne suis pas intéressé. Les magistrats disent ne touche pas à mon salaire. Alors, monsieur Thierry, sur cette question de la front sociale, moi je voudrais dire, on ne fait pas de trêve avec une solution. Ou vous êtes une solution, ou vous êtes une solution partielle, ou vous n'êtes pas du tout une solution. Quand on est une solution, il n'y a pas de trêve. Vous déroulez votre programme et l'ensemble les composantes se retrouvent dedans. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, vous connaissez, c'est ce que je dis, il y a eu des problèmes qui découlent de la non-maîtrise de ce à quoi on s'attendait. Vous connaissez le peuple burkinabé. Vous savez que le peuple burkinabé, personne ne s'intéresse à ce que lui fait. Personne ne cherche à devenir ce qu'il est. On regarde le voisin a une chemise bleue, je veux une chemise bleue. Dans un tel contexte, si vous choisissez un corps que vous chérissez, attendez-vous à ce que les autres corps tombent dans la revendication. Et quand vous dites qu'il y a le dialogue, c'est vrai. Mais le dialogue, souvent, c'est comme si c'était un tampon, un temps de se donner du répit pour ne rien faire. Vous avez combien d'accords avec les syndicats non mis en œuvre? Oui, docteur Paris, il y a beaucoup de protocoles d'accords qui ne sont pas exécutés, qui ne sont pas mis en œuvre. Le protocole d'accord, c'est trop dit. Le premier ministre Dabiré a été clair. Tous les accords qui ont été signés avec le gouvernement, nous sommes en train de travailler à sa mise en œuvre. Donc, dans le dialogue avec les syndicats, s'il y a des difficultés de mise en œuvre, que ce soit des difficultés financières, il faut le dire. Les syndicats disent qu'il n'y a pas de dialogue et que justement... Non, par contre, de nouvelles revendications qui sont venues s'ajouter après la décision de la mise à plat des salaires, c'est ça qui crée la cristallisation entre les syndicats et le gouvernement. Sinon, nous sommes pour qu'on passe en revue les accords et qu'on s'assume, puisque c'est notre gouvernement. Mais il faut aller aussi dans la transparence. Peut-être que certains facteurs ne permettent pas de résoudre tel ou tel point que nous avons accepté, mais il faut avoir le courage aussi de revenir dessus. Les syndicats ont tout de même raison de lutter pour de meilleures conditions de vie et de travail. Non, ça c'est clair. Le principe des libertés syndicales, moi-même je vous ai toujours dit sur le plateau que je suis membre du Chincha. J'ai toujours lutté depuis que je suis étudiant, depuis que je suis médecin, 35 ans. J'ai toujours respecté les mots d'ordre du Chincha. Mais je suis actuellement DG de l'INSP, ne me demandez pas de gréver contre mon régime. Oui. Mais les revendications sont justes, mais tout le monde sait qu'on demande trop pour avoir peu dans la question syndicale. Donc, les questions de revendication là sont légitimes et justes, mais acceptons de discuter ce qu'on peut donner, on va donner.
Acceptons de discuter ce qu'on peut donner, on va donner, M. Tignan. Mais il y a, par exemple, tout à l'heure, il a dit que des nouvelles revendications sont venues plomber les dialogues. Mais s'il veut faire allusion à la revendication de l'UTS sur les primes, je voudrais rappeler à M. Paré que cette question a été posée depuis le régime Compaoré par les syndicats, qui a abouti à une avancée qui a consisté à supprimer l'UTS sur les indemnités et primes de départ à la retraite. Les syndicats ont poursuivi pour dire que ce n'est pas suffisant, il faut l'élargir aux autres primes. Et la question est restée pendant l'insurrection, où il y a eu un comité technique paritaire qui avait été mis en place et qui devait donner des résultats et qui devait être exploité. Ça ne l'a pas été. Vous êtes arrivé au pouvoir, ça n'a pas bougé. Et vous dites que ce n'est même pas une revendication nouvelle. Donc le pouvoir en fait a hérité de vieilles revendications qu'il est en train de gérer. Le pouvoir n'est-il pas une continuité? Alors le pouvoir est une continuité. Mais ce n'est pas dans le protocole d'accord. C'est pas dans le protocole d'accord. Ça, on verra. De toute façon, il va falloir regarder dans le protocole d'accord. De nouvelles revendications. C'est un préalable aux discussions sur le protocole. Non, je suis pour qu'on discute sur l'ITS. Moi-même, je suis un travailleur. On peut discuter sur la revendication syndicale. Mais il faut discuter sur des bases assez saines. Il faut discuter sur des bases assez saines. Quand nous sommes dans quand nous sommes dans ce débat, oui, et qu'on n'a pas fini, oui, vous élargissez l'UTS. Oui. Est-ce que ce n'est pas une provocation quelque part là, vis-à-vis des syndicats? Non, ce n'est pas une provocation. Rapidement. Non, ce n'est pas une provocation parce que la conférence a parlé d'équité. Et c'est dans la recherche de l'équité que je comprends la position du gouvernement. Est-ce qu'il n'aurait pas l'équité, fallu... parce qu'on applique l'UTS au privé. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu... Vous voulez l'équité? Si vous avez beaucoup parlé de consensus, je ne suis pas forcément... Mais on peut le faire de l'autre côté aussi. Je ne suis pas partisan forcément de l'élargissement de l'UTS. Je m'excuse. Personnellement, je ne suis pas partisan. Ce n'est pas une position véritablement concertée du MPP. Le gouvernement a estimé qu'il faut élargir l'UTS au public dans l'équité parce que les travailleurs du privé en subissent. Bon, on peut en discuter. Hein. Ben, il faut en discuter. Il faut donc en discuter. Il faut mettre tout sur la table et que chacun mette un peu d'eau dans son verre. En tout cas, le pouvoir, hein, lui, se défend comme il peut. Il met en avant le verre à moitié plein. Car en effet, tout n'est pas sombre depuis ces 5 dernières années, malgré ce contexte sécuritaire très, très difficile. Au dernier sondage du Présimètre correspondant au ressenti des populations sur la gouvernance publique lors du premier semestre de cette année 2019, eh bien, le chef de l'État a obtenu la note globale de 4,72 sur 10. C'est sa plus faible note depuis le début de ce quinquennat. Alors, comment réagissez-vous à cette note, Émile Paré? Bon, je pense que vous voyez, en matière de présimètre, de dosimètre, de ces maîtres-là, moi, je m'en méfie. Moi, je suis au sein du peuple. Je m'en méfie parce que je conteste souvent les bases sur lesquelles les enquêtes, les présimètres sont faites. Mais en tout état de cause, comme c'est une méthode scientifique, mais le président va prendre acte que sa cote a baissé pour corriger là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. C'est un peu comme le Rhin là qui fait chaque année, là où il y a les zones corrompues, les zones moins corrompues. On prend acte, c'est des analyses scientifiques. On prend acte, mais c'est bon d'y prendre acte, mais c'est bon de regarder ces chiffres, parce que 5,2 sur 10, fin juin 2017, on est passé à 4,79 sur 10, fin décembre 2017, puis on a assisté à une remontée au premier semestre de 2018, avec 5,08 sur 10, avant qu'on enregistre à nouveau les reculs à partir de fin décembre 2018. Mais vous voyez 4,91 sur 10 et le dernier 4,72 sur 10. Alors, monsieur Tienya, vous qui êtes dans l'opposition, comment jugez-vous l'action de Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du Burkina depuis presque 4 années maintenant? Alors, si je veux me mettre dans la peau d'un opposant irréductible, je dirais que nous avons fait 4 années pour pas grand-chose. En réalité, comme nous pouvons je l'ai dit au départ, le sentiment global qu'on a, c'est que le MPP a mis toute son énergie pour conquérir le pouvoir. Mais malheureusement, n'en a pas fait une réserve pour gérer le pouvoir. Et ces différentes évolutions
de la note, c'est vrai, elle est sur une base scientifique, correspond aussi à une lecture sur le terrain des choses. Vous avez aujourd'hui, ce n'est plus moi je parle, vous avez des insurgés qui se demandent aujourd'hui la pertinence de leur action. Parce que derrière la modification de l'article 37, il y avait des revendications de mieux-être, de mieux vivre, et des aspirations à l'éducation et à la santé. Aujourd'hui, ces questions se posent des problématiques. Au-delà des écoles qui sont fermées, et il y en a peut-être 2 bons milliers. Dans mon village, il n'y a pas d'école, le CG est fermé, les écoles primaires sont fermées à cause du terrorisme. Ça pose quand même, le peuple burkinabé ne s'attendait pas à voir ça. Il voulait plus de bonheur, plus de prospérité, mais il ne voit rien venir. Alors, Monsieur Paré, le peuple burkinabé avait beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Au lendemain de cette insurrection, on dit voilà, le Burkina s'est réveillé, c'est une ère nouvelle. On a été, pour ainsi dire, porté en triomphe, même au-delà du Burkina, un peu partout sur le continent. On était devenu l'exemple. Il y avait ce qu'on a appelé la Ouaga-attitude. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez un peu que les gens sont désabusés, qu'ils sont déçus à la limite? Et qu'est-ce que vous leur répondez? Comment vous faites pour les rassurer à nouveau? Bon, je dois dire que 5 ans après tout baigne dans l'eau, ce serait mentir. Bien sûr. Vous m'avez déjà vu à plusieurs fois sur le plateau pour critiquer les insuffisances de la gouvernance actuelle. Parce que moi, je ne suis pas un yes man, comme disait Salif Diallo. Oui. Mais en tout état de cause, j'ai dit, je ne jette pas l'eau sale avec le bébé. Exactement. Donc, de ce point de vue, il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées significatives dans le domaine social. Reconnaissez que la gratuité, vraiment des soins des enfants de 0 à 5 ans et la gratuité de la femme enceinte, allez-y dans les campagnes, c'est une mesure hautement populaire et applaudie. Et donc, le sondage l'a d'ailleurs souligné. Les Burkinabés sont très sensibles à la politique de gratuité des soins. Par exemple, ils sont également sensibles à cette valorisation par les gouvernants des richesses culturelles nationales, notamment à travers le port du Faso d'Anfani. Comment on capitalise tout ça pour avancer? Non, c'est un problème. Pour reprendre du poil de la bête. C'est un problème de communication. Parce que vous savez, nous sommes en démocratie. Quand la communication négative dépasse et surpasse la communication positive, on donne l'impression que rien ne va. Donc, nous sommes dans un contexte où, pour moi, la communication négative dépasse la communication positive. Parce que, si vous partez aujourd'hui dans les campagnes, le programme du président Roch, quand nous prenons le pouvoir, dans le domaine, par exemple, de l'éducation, il n'y avait qu'un seul lycée scientifique, 27 ans. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 6 lycées scientifiques. Combien de CG partout? Donc, quand même, ces avancées sont notables. Et j'ai des voix plus autorisées que moi, parce que moi, je ne suis pas sur le tableau ici en tant que membre du gouvernement. Je ne suis pas là non plus comme porte-parole du MPP. Je vous dis que dans les jours à venir, d'ici le 29 novembre, des voix plus autorisées que moi vont vous donner chiffres à l'appui qu'il y a des avancées dans le domaine social. L'eau potable, par exemple, nous avons dit 0 corvée d'eau. Mais nous sommes à près de 72% déjà. Mais les gens ne sont pas. Vous êtes sûr que vous êtes à 72%? Oui, nous sommes à 72%. Parce qu'actuellement, on continue de faire le point et dans certaines localités, il y a toujours des... le conseil des ministres... Même en pleine ville, il y a toujours des problèmes. Vous voyez, le conseil des ministres, la dernière fois, la boucle du Moun a été arrosée de points d'eau. Oui, je voudrais dire à mon frère Paré, justement, vous voyez, c'est tout ça qui aide à la communication négative. Quand vous essayez de dire qu'en 27 ans, il y avait un seul lycée scientifique, je suis d'accord. Mais en 27 ans, quand le président Compaoré prenait le pouvoir, en 1987, il y avait combien de lycées généraux même au Burkina? Il y en a combien aujourd'hui? Vous comprenez qu'il y a une démarche d'abord de donner le minimum au plus grand nombre avant de s'attaquer à ce qui fait la spécificité. Quand vous venez comme si c'était une rupture fondamentale, alors que vous évoluez dans la progression normale de la programmation de l'éducation, ça pose un problème. C'est ce que je vous dis, à vouloir exploiter tout d'une manière politicienne, on se retrouve avec justement la communication négative qui finit par prendre le dessus sur un ensemble. Alors, l'éducation, quand vous parlez du programme AEP, le programme AEP, addition d'eau potable simplifiée, ça n'a pas commencé avec les MPP.
il y avait combien de localités qui bénéficiaient de l'eau potable quand vous preniez le pouvoir? Et il y a combien actuellement qui en bénéficient? Ben justement, c'est ça. Si vous voulez une communication positive, je profite de vous offrir mon expertise en communication politique. Oui. Si vous voulez une communication positive, dites quand nous prenons le pouvoir, il y avait 12 AEP. Nous avons fait 400 000. Là, aucune communication positive, négative ne peut passer. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais quand vous venez, vous dites, nous on a fait comme si vous avez inventé le Burkina, il y a un problème. C'est cadeau, c'est un coup de communication cadeau. Oui, très rapidement. Non, moi je parle sur la base d'un programme pour lequel on a voté le président Roch. Le programme présidentiel, traduit en PNDS. C'est des chiffres. Je vais sur la base de ces chiffres pour lesquels les peuples burkinabés ont voté le président Roch. Et ce programme-là, allez-y prendre le programme de rassemblement de Blaise Compaoré. C'est très loin comme engagement. Donc, nous sommes en train de mettre en œuvre un programme avec des difficultés. Mais j'ai dit, quand on évalue l'avantage du programme du président Roch, c'est qu'il a mis un comité de suivi de mise en œuvre du programme présidentiel à la présidence, qui tous les 6 mois évalue quel est le ministère qui est en retard, quel est le ministère qui ne marche pas. Et je crois que ça, c'est une première, la redevabilité et le compte rendu à la fin de son mandat. À la fin de son mandat. De ce point de vue, reconnaissez que je compare au régime que nous avons chassé. Oui, mais justement, je ne peux pas ne pas comparer au régime de Blaise, 27 ans de souffrance. Non, est-ce que c'est vraiment... Moi, j'ai fait 27 ans d'opposition. Il n'y a pas eu que de la souffrance pendant les 27 années de Blaise Compaoré, n'est-ce pas? Si nous n'avons eu que de la souffrance pendant les 27 années, nous sommes dans le pire depuis que le Roch est au pouvoir. Parce que moi, je ne peux pas aller dans mon village. Alors monsieur Tignan, comment on fait pour Oui. sortir à la fois de la souffrance et du pire pour aller vers le meilleur? C'est-à-dire que si on se met à raisonner très simplement, les événements des 30 et 31 octobre ont été favorisés par un manque de dialogue de la part des acteurs politiques. Quand je dis dialogue, nous échangeons, chacun amène sa contribution. Mais souvent, celui qui vient a déjà sa vérité. Alors que la vérité n'est pas forcément celle de l'autre. Il a déjà sa vérité. Et tant que nous n'allons pas sur cette ligne, il n'y a pas de vérité. Alors qu'il nous faut trouver la vérité parce que chacun a sa vérité. Alors, docteur Perret, le dernier mot de cette émission vous revient. Qu'est-ce que vous dites aux populations burkinabées aujourd'hui pour leur redonner de l'espoir? Parce que les gens sont préoccupés par cette situation sécuritaire et ils ne voient pas véritablement les choses avancer. J'ai dit au peuple burkinabé que le MPP, avec son candidat le président Roch, a pris le pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan social. Et depuis cela, la France sociale a continué de plus belle, le terrorisme s'est développé de plus belle. Nous sommes un pays pauvre qui n'a pas encore eu les ressources nécessaires pour combler cela. Nous appelons le peuple à un sursaut patriotique pour combattre cette hydre terroriste et de faire confiance au président Roch qui va bientôt défiler ce qu'il a pu faire dans ces conditions difficiles, tant au plan socio-économique qu'au plan artistique, au plan culturel. Ouais. Donc c'est un appel au peuple burkinabé à poursuivre le combat et à faire confiance au MPP. Mais ça ne sera pas du gâteau tombé du ciel, il va falloir y travailler pour amener le peuple à adhérer. Oui. Et c'est là-dessus que le pouvoir est attendu, n'est-ce pas, M. Tignan? Oui, et évidemment, personne ne devrait souhaiter un échec d'un gouvernement. Parce qu'un échec d'un gouvernement, c'est du temps perdu pour toute la nation. Malheureusement, il faut reconnaître que sur un certain nombre d'aspects, le pouvoir du président Kaboré semble défaillant et même apparaît assez souvent défaillant. Rien que tout récemment, la dernière attaque de Tueni, la mesure prise depuis New York pour venir s'avérer être un flop, ça ne met pas de la sérénité, ça ne donne pas des orientations de sérénité pour gérer l'État. Alors, nous faisons un appel à tous ceux qui sont désemparés, tous ceux qui ont des espoirs dessus, qu'ayant subi l'insurrection, et il est dit que celui qui a vu le lion et celui qui l'a entendu rugir ne court pas de la même manière,
nous sommes en phase avec toutes les attentes du peuple burkinabé. Et si en 2020, ils nous refont confiance, on pourra satisfaire ces attentes-là. On pourra construire un Burkina de paix et de sécurité. Comme quoi les échéances prochaines sont dans toutes les têtes. Pourtant, le contexte est très difficile. On y reviendra certainement. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 89 qui recevait pour vous Émile Pargui-Paré. Il est directeur général du Centre de formation politique du MPP. Merci d'avoir honoré le plateau de Périscope. Merci, cher. Merci beaucoup. Également sur Périscope aujourd'hui, Denis Tiegnan, deuxième secrétaire adjoint du Congrès pour la démocratie et le progrès. Il est chargé des technologies de l'information et de la communication. Merci, Monsieur Tiegnan, d'avoir répondu à notre appel. Merci. La réalisation de ce numéro de Périscope porte la griffe de Philippe Barrault, que je remercie, ainsi que toute l'équipe qui l'a assisté, notamment Ismaël Amadou sur les caméras, Jean Fofana était au son, Aimé René Bassenga au synthé et au prompteur, Mathias Kambou à la diffusion. Mes invités et moi avons été maquillés par Samiratou Ouedraogo. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre constante fidélité à cette émission. Et comme je vous le répète chaque semaine, prenons toujours et naturellement soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.